Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité de réanimation de la SFAR, Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la SFAR pour aborder des sujets d'actualité en réanimation. Nous recevons aujourd'hui le docteur Mathieu Desmar pour parler de dermohypodermite bactérienne nécrosante. Cher docteur Desmar, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et je commence tout de suite par une première question. Qu'est-ce qui permet de différencier cette pathologie grave d'un simple érysipèle? Quels en sont les signes d'alerte? Alors, tout d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Pour répondre à cette première question, la première différence entre une dermohypodermite bactérienne nécrosante et une dermohypodermite bactérienne non nécrosante, donc un érysipèle, est anatomique. En fait, le niveau d'atteinte n'est pas le même. Dans une dermohypodermite bactérienne non nécrosante, l'atteinte est une atteinte du derme superficielle, ce qui explique qu'on a des signes locaux très marqués, le tableau classique de la grosse jambe rouge aiguë fébrile, alors que dans le dermohypodermite bactérienne nécrosante, l'atteinte primitive est en général plus profonde au niveau de l'hypoderme, ce qui explique que comme on a une extension de la profondeur vers la superficie, on a des signes locaux qui visuellement peuvent être moins marqués, alors qu'on a déjà des signes généraux et une douleur très importante, et donc une sous-estimation en général par l'aspect superficiel de la gravité en profondeur. Les tableaux cliniques sont donc différents. On a une douleur avec des signes généraux beaucoup plus importants dans les dermohypodermites bactériennes nécrosantes. Et il y a aussi, à un stade un peu plus avancé, des signes locaux assez visibles, comme des bulles hémorragiques, des taches cyaniques, des zones d'anesthésie qui sont directement liées à la nécrose tissulaire. Enfin, euh, il y a une chronologie qui est différente, avec une évolution très rapide pour certains types de dermohypodermite bactérienne nécrosante. C'est pourquoi il est nécessaire de délimiter assez précisément les zones pour pouvoir visualiser l'évolution. Donc ça, c'est un petit peu les différences qu'il y a entre les dermohypodermites bactériennes nécrosantes et les non nécrosantes. Pour ce qui est des signes d'alerte, je pense qu'il faut retenir que une douleur importantes, très importantes, et des signes généraux très importants qui paraissent disproportionnés par rapport aux signes locaux sont un signe d'alerte. C'est pas un érysipèle classique, c'est qu'il y a autre chose, c'est une dermohypodermie bactérienne nécrosante, en tout cas, c'est à évoquer. Et enfin, les signes cliniques dont on a parlé, qui sont beaucoup plus évidents et avec des zones de nécrose franche, doivent aussi alerter. Mais vraiment, les signes généraux très marqués, l'apparition de défaillance d'organes et une douleur très importante par rapport à des signes locaux peu importants, ce ne sont des choses qu'on ne rencontre habituellement pas dans les érésipèles simples. Voilà. Très bien, merci, c'est très clair. Est-ce que les examens paracliniques peuvent nous aider à ce diagnostic? Alors, est-ce que les examens paracliniques aident au diagnostic? On va dire assez rarement, mais est-ce qu'ils peuvent être utiles? Oui. Je m'explique. Pour ce qui est de la biologie, les examens paracliniques sont assez peu utiles au diagnostic. On va avoir de toute évidence un tableau très inflammatoire et des examens paracliniques qui vont dans ce sens, mais la clinique suffit quasiment à ça. En revanche, les examens paracliniques servent, comme dans toutes les pathologies réanimatoires graves, à évaluer l'intensité des différentes défaillances d'organes. Donc ça, c'est le rôle essentiel des examens biologiques, mais assez peu de valeur diagnostique. Pour ce qui est des examens microbiologiques, oui, il y a un rôle d'identification des germes parce que cliniquement, on fait un diagnostic, on sait qu'il y a une infection. Maintenant, il est important de savoir quel est le germe responsable de l'infection. Donc, évidemment, les hémocultures sont utiles. Et pour ce qui est des prélèvements locaux, euh, il y a plusieurs choses qui ont été décrites, et notamment à la fin des années 90, c'était une publication du Lancet, les ponctions sous-cutanées avec injection de sérum Phi et réaspiration, qui avaient une valeur prédictive positive qui était pas mauvaise, mais clairement, chez un patient qui, si on le prend en charge correctement, doit aller très rapidement au bloc opératoire, euh, le chirurgien va pouvoir faire des prélèvements profonds pour avoir des résultats microbiologiques. Donc,
La microbiologie, c'est quand même essentiellement les hémocultures et les prélèvements locaux, plutôt chirurgicaux. Pour ce qui est de l'imagerie, on va d'emblée oublier les radiographies standards. On va aussi mettre de côté l'échographie. Euh, L'IRM est le meilleur examen pour voir les tissus nécrosés, mais sa disponibilité et les difficultés à réaliser cet examen dans le contexte d'urgence et chez les patients graves font que, malgré la qualité des images qu'il produit, n'est pas l'examen à privilégier. En fait, l'examen qui est à privilégier, c'est le scanner injecté qui permettent très bien voir les tissus nécrosés. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur la corrélation entre le scanner et les données chirurgicales qui montrent qu'il y a une bonne corrélation entre ce qui est vu au scanner et ce qui est ensuite constaté par le chirurgien. Et surtout, le scanner permet de faire, dans certaines localisations, un bilan d'extension. Ces localisations sont essentiellement les localisations périnéales et les localisations cervicales, puisque il y a, en fonction de l'extension que l'on peut voir, ça change vraiment la thérapeutique. Dans une cellulite périnéale, donc ce qu'on appelle classiquement les gangrènes de Fournier, euh, le fait que ce soit vraiment limité aux bourses, aux tissus cutanés, etc., ou qu'il y ait déjà un envahissement, entre guillemets, rétropéritonéal et des coulées purulentes qui remontent le long des gros axes vasculaires, notamment aortiques, ça change complètement la prise en charge de la pathologie. Pareil pour une dermohypodermite bactérienne nécrosante cervicale, le fait qu'il y ait une médiastinite associée ou pas est un facteur important. Pour ce qui est des dermohypodermites des membres, clairement, ce n'est pas très utile au diagnostic. C'est souvent demandé par le chirurgien, donc on le fait souvent plus pour avoir un argument de plus pour pouvoir aller au bloc opératoire, mais c'est assez rarement utile au diagnostic, sauf peut-être dans les dermohypodermies bactériennes nécrosantes, on va dire subaiguës, celles qui sont plutôt des érésipèles mal soignées, sans antibiotiques, qui finalement finissent par évoluer de proche en proche vers une cellulite, mais ce n'est pas le tableau typique. Là, comme on est sur des tableaux un peu moins francs cliniquement que dans une vraie dermohypodermie bactérienne nécrosante, l'imagerie peut avoir une utilité, mais sinon, l'intérêt essentiel de l'imagerie, c'est le bilan d'extension des localisations périnéales et cervicales. Et on peut le faire dans les autres indications, mais vraiment, il ne faut pas que ça retarde la prise en charge. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous détailler les grands principes du traitement? Alors, bien sûr, les grands principes du traitement sont en fait assez simples. Ça repose en fait sur un trépied. Euh, la chirurgie, l'antibiothérapie et la réanimation systémique. Le point commun entre les trois pieds finalement de ce traitement, c'est la rapidité. Le principe général du traitement, c'est d'aller vite. Il faut aller vite au bloc opératoire. Il faut mettre rapidement une antibiothérapie sans attendre les résultats des prélèvements microbiologiques. Il faut rapidement, malgré tout, réaliser ces prélèvements et il faut rapidement débuter la réanimation systémique et la prise en charge des différentes défaillances parce que c'est des pathologies qui peuvent finalement aller très vite. Si on détaille un peu ces trois points, qui sont la chirurgie, l'antibiothérapie et la réanimation, la chirurgie, il faut qu'elle soit le plus rapide possible, comme on l'a dit. C'est-à-dire que la chirurgie va non seulement faire une confirmation diagnostique, euh, mais c'est aussi elle qui va permettre de faire les prélèvements microbiologiques, donc le diagnostic microbiologique et le traitement. Donc, c'est vraiment, il faut aller le plus rapidement possible au bloc opératoire. Et c'est là l'élément le plus compliqué parce que c'est une décision multidisciplinaire. Le réanimateur n'est pas tout seul. Il y a un chirurgien à convaincre et il faut convaincre un chirurgien d'aller faire, sans trop prendre le temps de réfléchir, une chirurgie extrêmement délabrante le plus souvent. Donc, c'est souvent la partie la plus difficile, surtout quand on est dans un endroit ou dans des équipes qui n'ont pas beaucoup l'habitude de prendre en charge ces pathologies et des chirurgiens qui n'ont pas réellement l'habitude de réaliser ce type de traitement. Non pas que ce soit compliqué, mais décider de faire une chirurgie aussi délabrante est une décision qui n'est pas facile à prendre souvent quand on est un chirurgien qui n'a pas l'habitude. Euh,
En traitement chirurgical, il faut aussi évidemment pas oublier le traitement de la porte d'entrée. À titre d'exemple, traiter une dermohypodermite bactérienne nécrosante cervico-faciale et laisser en place l'abcès dentaire qui est responsable de la cellulite, ça n'a pas d'intérêt. Donc vraiment, le traitement chirurgical le plus rapide possible, près des labrants, c'est-à-dire enlever d'emblée tous les tissus nécrotiques et ne pas oublier le traitement de la porte d'entrée. La dernière partie de la chirurgie, c'est, on va dire, les pansements itératifs ou dans les premiers jours, il faut vraiment retourner tous les jours voir le pansement pour avoir une idée visuelle de l'évolution. Ça, c'était pour la chirurgie. Pour ce qui est de l'antibiothérapie, bah, on l'a dit, il faut qu'elle soit le plus précoce possible. Il faut que ce soit un antibiotique euh, actif sur les germes et le choix de la molécule dépend de la localisation. Euh, une fois qu'on a les résultats microbiologiques, c'est assez facile, mais en probabiliste, le choix de l'antibiothérapie dépend de la localisation. Pour ce qui est des dermohypodermites bactériennes des membres, euh, le germe le plus souvent en cause, c'est le streptocoque. Et lorsque la peau a une pathologie chronique comme de l'eczéma, etc., on voit aussi un peu plus de staphylocoque, notamment de staphylocoque aureus. Donc, l'antibiothérapie probabiliste dans les dermohypodermites bactériennes des membres doit prendre en compte le streptocoque, mais souvent aussi le Staphylococcus aureus sensible à la méticilline. Sauf si il y a des facteurs de risque particuliers de staphylocoque doré résistant à la méticilline, il n'y a pas d'intérêt à le prendre en charge, contrairement aux recommandations américaines. En France, le SARM communautaire, c'est moins de 1% de la population comme portage, et donc il n'y a pas lieu de le prendre en compte dans cette pathologie. La situation est complètement différente aux USA, c'est pour ça que les recommandations américaines sont différentes des nôtres, où le SARM communautaire est un vrai problème de santé publique. Donc, pour les membres, une antibiothérapie qui prend en compte le streptocoque et le Staphylococcus aureus, associé à un antitoxinique, puisque en général, les streptocoques responsables de ces dermohypodermites bactériennes nécrosantes sont des streptocoques producteurs de toxines, et il est recommandé d'associer à l'antibiothérapie de la clindamycine pour son effet antitoxinique. Pour ce qui est des localisations périnéales, en fait, c'est très simple. Les localisations périnéales on y retrouve des germes de la flore digestive basse. Et donc, on a un schéma d'antibiothérapie qui est complètement superposable au schéma d'antibiotiques de la prise en charge des infections intra-abdominales, finalement. Euh, c'est des schémas antibiotiques basés sur, d'une part, des bêta-lactamines à large spectre, notamment la tazocilline en l'absence de facteurs de risque de portage de BLSE ou les carbapénèmes dans le cas contraire, qui peuvent être associés soit à des aminosides pour élargir le spectre ou pour aussi en cas de choc, etc. Mais c'est quand même assez particulier les aminosides dans ce cas-là parce que déjà, les antibiotiques ont du mal à pénétrer au niveau des tissus nécrosés et on sait que les aminosides, qui sont des antibiotiques très hydrosolubles et assez peu liposolubles de base, pénètrent très mal dans la nécrose. Donc, le rôle des aminosides n'est pas clair, mais en général, on recommande tout de même d'en mettre. Surtout que les antibiotiques dans les dermohypodermiques bactériennes nécrosantes ont pour rôle d'empêcher ou de limiter l'extension au tissu sain, de limiter la diffusion hématogène, la bactériémie, mais ont assez peu de rôle à jouer dans le traitement du site de l'infection, puisque de toute façon, quoi qu'il en soit, ils y pénètrent très mal. Ça, le site de l'infection, c'est le travail du chirurgien. Limiter l'extension, c'est le travail des antibiotiques. Et donc, on utilise dans les localisations périnéales une association de bêta-lactamine à large spectre avec un aminoside plus ou moins du métronidazole, mais ça, c'est toujours une question d'école. Certains préfèrent mettre du métronidazole en disant que sa pénétration au niveau du site de l'infection sera meilleure
que l'association, par exemple, euh, tazobactam, enfin piperacilline, tazobactam. Mais ça, c'est vraiment une question d'école, puisque de toute façon, même les antibiotiques qui diffusent le mieux dans le tissu nécrotique diffusent de toute façon très mal. Pour ce qui est des localisations cervico-faciales, même raisonnement en fait. On y retrouve des germes, en général, de la flore oropharyngée. Les portes d'entrée les plus courantes sont les abcès dentaires et les phlegmons amygdaliens. Et donc, là, on a une microbiologie qui est identique à ces pathologies. La prise en charge antibiotique repose donc sur, comme dans les pathologies ORL un peu sévères, l'association d'une céphalosporine de troisième génération avec du métronidazole, parce qu'on retrouve des streptocoques anaérobies, etc. Et ou de l'amoxicilline acide clavulanique. Donc, pour une localisation des membres, on est sur un schéma antibiotique qui vise le streptocoque et le staphylocoque, donc notamment à base d'amoxicilline acide clavulanique, par exemple, plus ou moins de la gentamicine. Pour les infections périnéales, on est plutôt sur un schéma type infection intra-abdominale avec une bêta-lactamine à large spectre, comme la casocilline, ou s'il y a des facteurs de risque de BDSO, un carbapénème associé à un, un aminoside. Et pour les localisations cervico-faciales, on est sur de l'antibiothérapie ORL, donc C3G, mitronidazole ou alors amoxicilline acide clavulanique. Voilà. Très bien, merci, c'était très complet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la place des thérapeutiques adjuvantes comme l'oxygénothérapie hyperbare ou bien les pansements aspiratifs type VAC? Alors, ça, c'est des thérapeutiques qui sont assez discutées parce que certaines ont finalement des arguments dans la littérature pour les faire, mais ne sont jamais faits. D'autres sont souvent faites, mais ça repose sur assez peu d'arguments, donc c'est assez intéressant. Pour ce qui est de l'oxygénothérapie hyperbare, il y a un vrai intérêt théorique. Euh, Pas mal d'études expérimentales montrent qu'il peut y avoir un intérêt à l'oxygénothérapie hyperbare. C'est en général bactéricide sur les bactéries anaérobies, c'est bactériostatique sur certaines bactéries aérobies et ça favorise le bourgeonnement des plaies. Donc théoriquement, il y a un vrai intérêt. Il y a des données expérimentales qui sont en faveur, mais dans les études humaines, finalement, on n'a pas grand-chose. Quelques études rétrospectives qui montrent, mais pas grand-chose qui montre un intérêt fort de l'oxygénothérapie hyperbare. Donc en pratique, c- c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut aller à l'oxygénothérapie hyperbare? Mais si on a de l'oxygénothérapie hyperbare dans son centre, pourquoi pas essayer cette thérapeutique comme traitement adjuvant, mais à condition de ne pas avoir à déplacer un patient grave. Pour ça, le rapport bénéfice-risque n'est pas en faveur d'un transfert pour questionner le malade. Si on a un question sur place, pourquoi pas se poser la question? Mais s'il faut faire un transfert uniquement pour ça, alors probablement qu'il ne faut pas le faire et que ça ne vaut pas le coup. Une autre thérapeutique qui existe, c'est les immunoglobulines polyvalentes. Il y a quelques études dessus, c'est pour ça que j'en parle, qui parlent d'un intérêt quand même potentiel de traitement par IgIV dans ces pathologies, mais en pratique, quasiment personne n'en fait. Donc, on ne peut pas dire que c'est recommandé, ça n'apparaît pas force de manière franche dans les recommandations. Pour ce qui est du pansement aspiratif, du pansement à pression négative, là, c'est un outil qui est quand même très utile et qui est de plus en plus utilisé à condition que ce soit fait correctement. Donc, on n'est pas dans la même phase de prise en charge, hein, on n'est pas comme l'oxygénothérapie hyperbare, tout ça, ou comme qui doit être fait si c'est fait assez précocement. On est sur une phase un peu plus tardive. Les pansements aspiratifs de type VAC, en fait, ça favorise le bourgeonnement. Mais le problème qu'il peut y avoir dans les dermohypodermites bactériennes nécrosantes et le piège qu'il peut y avoir avec ce type de pansement, c'est qu'on a tendance à les mettre pour 72 heures parce que c'est des pansements dont un des intérêts principaux, il y a d'ailleurs une petite étude qui avait montré ça, et que ça diminue le nombre de pansements, le nombre d'anesthésie générale, ça permet de réveiller plus vite les malades, etc. Mais à la phase aiguë du traitement, il faut voir
la plaie tous les jours. Il faut pouvoir visualiser, est-ce qu'on est en amélioration, est-ce que ça s'aggrave, est-ce que la zone d'infection s'étend. Et le fait de, on va dire, camoufler trop tôt euh, une, une plaie, une zone chirurgicale de dermohypodermie bactérienne nécrosante par un pansement aspiratif de type VAC fait que on risque de ne pas avoir un œil assez régulier sur le pansement. Donc, c'est une thérapeutique qui peut être très utile, qui favorise le bourgeonnement, qui permet d'avancer, mais à condition de la débuter une fois que les lésions se sont stabilisées. Voilà. Très bien, je vous remercie de votre présence à ce podcast et de vos réponses très claires à nos questions. Merci à Chers vous. chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast ARPOD, le podcast de l'anesthésie-réanimation, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles interviews.